Alors, c'est notre petite conférence mensuelle. Et aujourd'hui, comme d'habitude, enfin pas comme d'habitude, mais je vais encore vous parler des colloïdes, parce que les colloïdes, c'est mon dada depuis toujours, et que comme le colloïde, c'est la vie, on va aujourd'hui refaire un petit rappel sur qu'est-ce qu'un colloïde. Après, on va parler rapidement des colloïdes minéraux, l'or, l'argent, le platine, le carbone, et pour aboutir au collagène, où le sujet principal, le corps de la conférence, c'est le collagène. Parce qu'il y a tellement de banditisme que je pense qu'à partir de maintenant, il va y avoir un tournant dans mes conférences, c'est-à-dire que je vais être de plus en plus politiquement incorrect. Parce que je veux pas être un lanceur d'alerte, ça serait trop présomptueux, mais quand même dire que quand il y a des choses qui sont pas justes, il faut le dire et que il faut pas confondre une efficacité de quelque chose avec du marketing et de se faire de l'argent sur le dos des autres. Euh, voilà. Donc, qu'est-ce qu'un colloïde? C'est tout simplement une macromolécule qui ne traverse pas une membrane de dialyse. Ça a été surtout travaillé à l'époque, déjà en 1920, par les frères Lumière, Auguste Lumière et tout ça. Et ça, c'est ma Bible. Parce que ce chercheur de génie était vraiment... euh, et les pistes qu'il donne, alors qu'à l'époque, on ne connaissait pas les réactions antigènes-anticorps, et même des pistes pour travailler sur des vaccins, par exemple sur la tuberculose ou d'autres choses. Et en fait, c'est tout dans ce petit livre d'Auguste Lumière qui ne s'est pas occupé uniquement avec son frère de faire des photos. En fait, ils avaient été les suivants de leur papa, de leur père, qui avaient déjà commencé à travailler euh, sur la gélatine imbibée d'argent et qui, à la lumière, prenaient des teintes. Et c'est comme ça qu'ils ont inventé la photo argentique. Et puis, ils sont allés jusqu'au cinéma en découpant et en prenant des séries de photos. C'était des génies. C'était une époque de génie, hein. C'était l'époque où il y avait le début du quantique, il y avait Einstein, il y avait et même Einstein s'est intéressé aux colloïdes également. Donc je reprends, un colloïde est une macromolécule qui ne traverse pas une membrane de dialyse. Je vais aller sur l'argent colloïdal, puisque comme vous le savez, je ne les ai pas là, mais bon, vous le savez, j'ai écrit un livre sur l'argent colloïdal alternative aux antibiotiques, un livre sur le silicium alternative aux anti-inflammatoires, et aujourd'hui, je m'intéresse au collagène parce que on me demande de mettre sur le marché des collagènes. Alors, je me suis renseigné pour savoir quel éventuellement était le meilleur collagène. Est-ce que c'était celui de poisson, de porc, de bovin, végétal? Bon. Ça a été mon premier travail. Je vous annonce déjà la conférence du mois prochain, ça va traiter des collagénoses parce que à mesure que je travaille, alors l'année dernière c'est pareil, j'avais travaillé sur le tableau de Mendeleïev et à mesure que je travaillais sur le tableau de Mendeleïev, il se passait de plus en plus de choses, de connexions et au final ça a fait quand même 4 conférences. Je vous engage à aller les revoir parce que progressivement, je suis allé un petit peu au corps du sujet sur ce tableau de Mendeleïev avec les corrélations qu'il peut y avoir d'un élément à l'autre. Et là, pour le collagène, je vais faire pareil parce qu'on tombe en travaillant le collagène sur des pistes de collagénose et des pistes de maladies orphelines et on peut croiser les collagénoses et les maladies orphelines. Alors ça devient vraiment intéressant, même en tant que chercheur, parce que euh, je reviendrai tout à l'heure sur le mode d'action du collagène et qu'est-ce qui fait que ça peut être lui aussi un lanceur d'alerte quand on en trouve dans l'organisme et comment il est. Je reviens sur mes métaux. Les métaux, alors donc j'ai dit que ça ne traversait pas une membrane de dialyse, ce qui veut dire que tout l'argent colloïdal et ou certains siliciums, surtout organiques, qui ne sont pas des vrais siliciums organiques, c'est bien décrit dans mon bouquin, euh, euh, si c'est des ions, c'est pas des colloïdes. Donc on ne peut pas écrire argent colloïdal si c'est fabriqué par électrolyse. Et là, je m'insurge sur certains laboratoires qui disent que c'est colloïdal
ou même que c'est bio et colloïdal, alors que ça ne peut pas être bio puisque c'est de l'argent. Donc, ce n'est pas des colloïdes, c'est des ions. J'ai fait une conférence la dernière fois, la fois d'avant, sur ce fameux décret de mars 2024 qui interdit les nanoparticules. Il faut bien savoir que toute particule qui est au-dessous de 100 nanomètres est considérée comme une nanoparticule. Si c'est une nanoparticule, les ions sont obligatoirement des nanoparticules. Et Auguste Lumière l'a bien expliqué dans son bouquin, c'est-à-dire que c'est la macromolécule qui va agir sur la bactérie et par phagocytose, non, ça va crever la membrane cytoplasmique et le cytoplasme va sortir de la cellule et c'est comme ça que, que la bactérie ou le virus va être bloqué. Mais l'argent, il reste dans le corps et il va continuer son action bactérie après bactérie, à la différence des antibiotiques qui, eux, sont détruits dans leur bataille. Voilà. Donc, il existe spontanément dans la nature des métaux qui deviennent des colloïdes. Et on ne les appelle pas des métaux lourds. À ce moment-là, on va les appeler des métalloïdes. Vous avez l'iode, qui est le plus courant, parce que la teinture d'iode, c'est vraiment un colloïde naturel, on va dire. Vous avez l'argent, qui est assez facilement colloïdal. Vous avez l'or, vous avez le platine, et en fait, sur le tableau de Mendeleïev, c'est ce que j'expliquais l'année dernière, ils sont un au-dessus de l'autre. Ensuite, un peu paradoxalement, il y a le carbone qui peut devenir colloïdal par association d'atomes de carbone qui vont faire une spirale et qui vont, au contact de l'eau ou d'un solvant, faire une macromolécule. Alors bien sûr, le diamant pourrait être considéré comme une macromolécule, mais là, on est sur de la chimie minérale, on n'est pas sur de la chimie organique. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est si on retourne jusqu'au début de notre création, je parle de l'homme à travers toute l'évolution qu'il y a pu y avoir, tout a commencé dans un marais où il y avait de l'argile, et l'argile, c'est de la silice qui est colloïdale naturellement. Il y avait des acides aminés. Certains pensent qu'un éclair, ou peut-être la foudre, ou peut-être des conditions particulières de chaleur ont fait que des acides aminés se sont regroupés avec du phosphate, et ça a créé les premières molécules vivantes, c'est-à-dire l'ARN. L'ARN, après, pour se dupliquer, a inventé l'ADN et on a commencé, il y a très très longtemps, dans un marais et toute la nature vient de ce démarrage. Euh, Adam c'est la glaise, c'est l'argile et en fait, même en sous-traitance, on va dire, dans la Bible, on pourrait déjà expliquer un petit peu ce qui s'est passé à travers le temps. Donc, je vais maintenant passer donc des minéraux, parce que ça, j'en ai déjà parlé suffisamment souvent, sachant qu'on peut avoir de l'or colloïdal et que le laboratoire Vecteur Énergie continue et continuera à vendre de l'or parce qu'il ne rentre pas dans le fameux décret de mars 2024, parce que ce n'est pas du tout euh, une nanoparticule, et c'est à travers ce décret, c'est les nanoparticules qui sont interdites, ce n'est pas les métaux. Je parle toujours que c'est vendu pour être de l'usage externe et qu'il n'y a pas de raison puisque les nanoparticules traversent la peau, ça c'est évident, elles traversent bien sûr également les membranes de dialyse, donc ce ne sont pas des nanoparticules, ce sont des oligoéléments colloïdaux. Je vais passer maintenant au collagène proprement dit. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le collagène appartient au monde animal. Si on vous parle de collagène végétal, c'est complètement faux. Et vous avez sur le dernier Biocontact des publicités sur des collagènes végétaux. Ça n'existe pas. Parce que pour maintenir l'osmolarité et la viscosité d'un cytoplasme d'une cellule, le monde animal utilise le collagène et le monde végétal utilise les polysaccharides. Donc, c'est des polysaccharides qui vont faire l'osmolarité et la viscosité à l'intérieur des cellules végétales et c'est absolument pas des acides aminés et des protéines. Donc, on ne pourra jamais parler de collagène végétal. Ensuite, on va vous parler de collagène de poisson en disant que le poisson, c'est mieux ou pas. C'est sûr que si vous faites bouillir du cartilage de requin, ou des ailes dorées, vous allez avoir quelque chose de visqueux qui sera du collagène marin. Mais certains pensent que parce que c'est marin, c'est pas du cochon ou du porc.
Mais bien sûr. Mais il y a des risques d'allergie avec tous les produits de la mer qui sont supérieurs à nos pauvres mammifères qui vont finir dans notre casserole. Donc, il n'y a pas obligatoirement d'avantage à parler de collagène marin plutôt que de collagène de porc ou de vache, en fait, de bovin. Euh, L'inconvénient du collagène marin, c'est quand même, en part, qu'il peut être allergisant, c'est également le fait que on utilise beaucoup les raies. Et alors, il existe des raies qui sont très très grandes, hein, c'est un des poissons qui peut avoir plusieurs tailles. On a utilisé longtemps du requin. Alors, le cartilage de requin, ça a fait recette à un moment, mais ça marche, hein. Mais bon, aller tuer ou arracher que l'aileron supérieur du poisson, rien que pour manger du collagène, je trouve ça déplorable. Euh, et voilà pour les origines des collagènes qu'on peut trouver dans la nature, avec bien sûr du marketing pour dire que le collagène, il est meilleur chez l'un que chez l'autre, et il faut acheter le mien et pas l'autre. C'est la même chose au final. Pourquoi c'est la même chose? Parce que il existe dans le corps recensé, le corps humain, 28 sortes de collagène. 28 sortes, c'est-à-dire qu'en fonction de l'endroit où le collagène va être utile, il va être fabriqué dans le corps pour le corps. Bien sûr, il faut, pour construire un mur, apporter des briques. Les briques, c'est les acides aminés. Donc, il faut absolument apporter des acides aminés pour fabriquer du collagène. Mais le collagène qu'on retrouve dans l'humeur vitrée de l'œil n'est pas du tout le même collagène qu'on va retrouver dans l'articulation. C'est pas le même collagène qu'on va trouver dans la peau. Et à chaque endroit, des enzymes vont fabriquer le collagène qui correspond à l'endroit où il doit être utilisé. Et c'est pas du tout le même collagène en fonction du lieu de création. Bien sûr, il faut apporter des briques pour faire un mur. Et le mur va être différent. Je ne vais pas vous développer toutes les sortes de collagène qu'il y a dans le corps, sachant que 90% du collagène du corps humain est constitué de collagène de type 1. Les différences entre le type 1, le type 2 et le type 3, c'est essentiellement le pourcentage de proline, d'hydroxyproline qui sont à l'intérieur. Peut-être vaudrait-il mieux supplémenter le corps en proline ou hydroxyproline pour que le corps ne manque pas de cet acide aminé essentiel pour fabriquer le collagène dont il a besoin. Peut-être, plutôt que de... voilà. Après, du collagène vegan, je suis désolé, ça n'existe pas. C'est obligatoirement utile. Et même, bon, on peut être vegan, hein, moi je suis pour, c'est mieux, mais on va à ce moment-là devoir supplémenter l'organisme avec suffisamment d'acides aminés d'une façon large pour qu'il ne manque pas de briques pour faire le mur. Sinon, il y a des trous dans le mur. Et sinon, effectivement, il va y avoir une problématique liée au collagène. Le collagène de type 1, il est plutôt pour la peau. Le collagène de type 2, il est plutôt pour les inflammations. Il est donc plutôt pour tout ce qui est articulation. Pour l'instant, on ne va pas vous proposer un collagène de type 1 ou de type 2 ou de type 3. On vous propose du collagène marin, bovin, porcin, voilà. Mais au final, euh, l'organisme, il va fabriquer. Alors, je parlais de proline et d'hydroxyproline. Également, il faut des acides aminés soufrés parce que pour tout ce qui est inflammatoire, il faut du soufre. Et donc, il y a quatre acides aminés soufrés, dont surtout la cystéine, la méthionine. Et donc, on va avoir vraiment besoin pour construire ce mur de ces acides aminés essentiels pour la fabrication de collagène. Le collagène, c'est ce qui est dans la peau, la deuxième couche. En haut, vous avez tout ce qui va être la couche hydratée, l'épiderme. Dès qu'on va rentrer dans le derme, vous allez avoir le collagène. Et si vous allez plus profond, vous allez avoir de l'élastine. L'élastine, c'est ce qui va faire que la peau va être élastique. Je prends un exemple. Vous prenez un os, n'importe quel os, et vous le trempez dans l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique va neutraliser les phosphates et le calcium, et il va rester une masse molle et c'est constitué d'élastine. L'élastine est très très proche du collagène, mais c'est la couche qui est au-dessous. C'est-à-dire que c'est des chaînes qui sont beaucoup plus longues. Le collagène va être déterminé essentiellement par la longueur de sa chaîne d'acides aminés. Et plus la masse moléculaire est importante, plus le volume est important, plus ça va gonfler, mais moins ça sera assimilé.
Pour ça, les laboratoires ont raison de parler d'assimilation et il vaut mieux donner directement des petites briques plutôt que de donner un grand mur. D'où l'importance d'hydrolyser les protéines pour que l'assimilation soit maximale. Dans le cas d'une alimentation normale, il n'y a aucun problème. On a suffisamment de briques pour faire le mur. Par contre, quand dans certaines alimentations carencées, on va se retrouver avec un manque de briques. Également, il y a la façon de préparer nous-mêmes notre alimentation. Les anciens faisaient beaucoup de soupe, de pot-au-feu. Ils faisaient cuire des pieds de cochon. Ils faisaient de la gelée, des œufs en gelée. Ils faisaient de la gélatine. Et en fait, ils faisaient cuire leur alimentation, souvent avec l'os. Moi, j'ai connu des pauvres paysans qui salaient les os pour faire la soupe, l'os. Mais en fait, l'os, ben, c'était bien de le faire cuire parce que ça extrayait la gélatine qui était un des précurseurs du collagène. Et à part ça, dans notre alimentation de hamburger, en fait, on fait cuire nos protéines et il y a du sucre en même temps dans la viande et il y a une glycation. Et la glycation va fabriquer par glycation, c'est-à-dire quand vous faites frire de la viande, et ben en fait, vous allez fabriquer des radicaux libres qui vont devenir toxiques, voire cancérigènes. Surtout s'il y a de l'huile dedans, on va faire de la l'acroléine, on va faire des produits qui seront cancérigènes, potentiellement cancérigènes. Du coup, il faudrait retourner vers une alimentation plus le pot-au-feu. J'ai connu, maintenant je suis un petit peu âgé, des paysans où en fait c'était la même marmite qui cuisait tout le temps. On rajoutait ce qu'on avait dedans et on faisait le pot-au-feu en disant que le meilleur pot-au-feu, c'est celui qu'on faisait avec ce qu'on avait et pas celui qu'on n'avait pas. Mais c'était toujours avec de l'eau. Et ça a été, alors c'était sur l'âtre à côté du feu et puis après quand ça allait être l'heure de manger, ben, on faisait chauffer et puis on tirait dedans, on mettait du pain et on mangeait essentiellement. Il y avait la gélatine parce que quand vous faites cuire une queue de bœuf, et ben en fait il y a de la gélatine. Et cette gélatine est un précurseur du collagène. Donc je pense que cette mode, elle est nécessaire sûrement puisque en fait beaucoup de personnes avec l'alimentation moderne sont carencées en collagène. Alors, c'est évident que c'est anti-inflammatoire, c'est évident qu'on a une peau qui va avoir moins de rides, mais peut-être qu'en changeant l'alimentation, mon boucher, il n'arrive pas à vendre ses pieds de porc, il les donne. Heu, Par rapport au prix d'une boîte de gélules, quand même, il vaut mieux aller chez le boucher chercher un pied de porc. Même en gelée directement s'il le fait, bon là il le vend, mais c'est quand même pas cher du tout et c'est fort bon avec des pommes de terre. Voilà, donc ça c'était pour m'insurger et comme je le disais au début, mes conférences vont être de plus en plus, pointues et un peu heu, lanceur d'alerte. Je vais dire ce que je pense parce qu'en fait, j'ai plus grand-chose à perdre. Voilà. Pourquoi je suis arrivé à tout ce travail-là? C'est que quand j'étais jeune pharmacien, j'ai fait l'internat et je voulais être biologiste en fait. Et déjà, à cette époque-là, on faisait des tests de coagulation. Vous aviez des tests des temps Lagarde qui étaient des tests pour voir les possibilités de cancérisation. Et donc, j'ai fait, en tant que laborantin, en tant qu'interne, que je remplaçais des internes à l'hôpital, des tests de coagulation pour savoir si les globulines, parce qu'on ne savait pas trop comment ça fonctionnait, on n'avait pas l'électrophorèse des protéines comme maintenant. Alors, quand vous faites une électrophorèse des protéines, vous avez l'albumine. L'albumine est le constituant majeur du sérum. Mais pardon, dans le sérum, on n'a pas trop de collagène. Parce que quand on commence à avoir du collagène circulant, ça va exciter les globules blancs et les défenses naturelles parce que c'est pas normal que du collagène se retrouve à l'air libre, enfin dans le milieu circulant. Et à ce moment-là, il va y avoir des alertes et des déclenchements d'histamine et des déclenchements parce que s'il y a une plaque d'athérome qui se détache et que le collagène de la veine qui est dessous, alors là c'est plutôt le type 2 du collagène qui est dans le système circulatoire, à ce moment-là, il y a une alerte, il va y avoir effectivement lancement de la cascade de coagulation avec les 13 facteurs, mais il va également y avoir une alerte générale avec en disant il y a un très très gros problème, il y a un très gros problème parce qu'il y a du collagène circulant. Le collagène, il est fait pour être à l'intérieur des cellules, il est là pour faire de la colle. Le mot collagène vient de la colle de poisson.
C'est-à-dire que pour coller les affiches des années 1800, ou pour faire, en fait, on faisait cuire. Et moi, je l'ai fait en pharmacie, c'est-à-dire que quand j'ai commencé ma carrière, on collait les étiquettes avec de la gélatine imbibée. On avait un petit pinceau et on n'avait pas la colle avec des étiquettes autocollantes. Et ben déjà, on faisait comme ça. Et collagène, ça veut dire qu'on extrait des choses qui, une fois mouillées, vont imbiber le papier, vont pouvoir se coller sur un mur. Il y avait des placards entiers parce qu'on n'enlevait pas les affiches, comme le papier peint. Quand on s'en servait aussi pour coller le papier peint, etc., etc. Donc, le collagène, ça vient de ça. C'est ce qui permet le ciment. Alors, non seulement, j'ai parlé de briques, mais c'est le ciment entre les briques, le collagène. Ça permet de coller les cellules les unes aux autres. Ça permet de maintenir la cellule en bon état. Et à chaque endroit, on a besoin de cette viscosité pour qu'il y ait des échanges d'informations. Alors, les informations dans le corps, on les trouve à quel niveau? On trouve des informations électriques. Alors là, c'est pareil, dans le système nerveux, l'isolant du système nerveux, ce qui est entre les neurones, les dendrites, etc., la gliamine, et elle, c'est du collagène. Et en fait, c'est ce qui sert d'isolant dans notre système nerveux pour envoyer des impulsions électriques. Ça, c'est l'isolant. Et heureusement qu'il y en a. Après, on a des informations d'ordre chimique et également, on va avoir des informations d'ordre hormonal. Et tout ça, ça fait des biofeedbacks qui remontent jusqu'au cerveau et qui vont donner des indications. Je vous parlerai la fois prochaine de la problématique entre l'intestin et le cerveau par l'intermédiaire du parasympathique et le pneumogastrique, et où on croyait que c'était que le cerveau qui donnait des ordres à l'intestin, mais en fait, par un biofeedback, l'intestin arrive à redonner des informations au cerveau pour modifier le comportement justement de tout ce qui s'occupe de tout ce qui est automatique chez nous. On ne réfléchit pas quand on respire, on ne réfléchit pas quand notre péristaltisme intestinal fonctionne. Et heureusement que s'il fallait réfléchir à tout ça, on n'aurait pas le temps de faire des conférences comme aujourd'hui. Voilà, là c'est juste pour vous faire voir une publicité. Désolé s'il y en a qui ne sont pas contents, je vais essayer de cacher un peu le nom du laboratoire. Collagène Booster, collagène végétal. Désolé, désolé, c'est pas possible. Euh, voilà. Donc ça, c'était ma petite aparté où j'ai décidé de cracher dans la soupe. Alors après, quand j'ai été jeune pharmacien, j'ai fait des tests de coagulation. J'ai aussi fait des travaux sur les colloïdes suite au physiatron synthétique de Solomides. Là, il y a eu chez lui, c'était un chercheur belge. Et en fait, on l'a tellement embêté, le pauvre garçon, on lui a cassé son laboratoire. On l'a empêché d'avancer justement sur tout ce qui était cristallisation sensible et fabrication de colloïdes, essentiellement du carbone d'ailleurs, du praséodyme. Et je m'étais intéressé à tout ce travail de chercheur. Après, j'avais travaillé également sur Lakowski. Hop, il faut que je m'habitue que c'est à l'envers. Georges Lakowski est sur les ondes, voilà, et beaucoup plus tardivement, voilà, Étienne Guillet, Langage vibratoire de la vie, l'alchimie de la vie. En fait, ça raconte comment les cellules communiquent entre elles d'une façon qu'on ne pourrait pas peut-être comprendre, mais que je pense être très liée à des syntonisations, c'est-à-dire que une forme de sympathie, une forme de une cellule qui est une cellule souche, elle va à un moment décider d'être soit un globule blanc, soit autre chose. Mais en fait, c'est pas elle qui décide, c'est l'environnement qui lui dit, ça serait bien que tu fasses ça. Et je pense que là, on tombe sur de la vibration et on tombe que sur l'ADN. J'en ai parlé sur une de mes dernières conférences. L'ADN est une antenne qui est à la fois émettrice et réceptive. Et c'est par cet ADN et les télomérases du bout de l'ADN qui permettent de faire que, contrairement à ce qu'on croyait, on essaie avec un patrimoine génétique, on mourrait avec le même, ce qui est complètement faux parce que notre patrimoine génétique évolue en fonction des problèmes qu'on peut avoir
à tous les niveaux, et ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, et c'est pour ça que l'espèce humaine est encore là. Voilà, donc sur ce collagène, je pense que j'ai fait le tour. Euh, Juste pour terminer, deux choses. La première, en fait, c'est une question qui m'a été posée la dernière fois sur la différence entre le collagène et l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, c'est un polysaccharide et le collagène, c'est un polyacide aminé. On n'est pas du tout dans la même cour, même si l'acide hyaluronique par voie externe va être beaucoup plus efficace pour hydrater la peau que le collagène qui va être un protecteur. Le collagène, macromolécule, dans une crème, elle va protéger, mais elle n'hydratera pas et elle rentrera pas puisque le collagène ne traverse pas une membrane de dialyse. Voilà, ça c'était aussi pour mettre un peu, expliquer toutes ces modes. Alors on a besoin d'acide hyaluronique et l'acide hyaluronique intervient également au niveau articulaire, comme le collagène de type 3 ou 2, je me souviens, excusez-moi. Et il y a une complémentarité, alors que certains laboratoires vont proposer des associations entre du collagène et de l'acide hyaluronique, du collagène éventuellement de la gélatine, éventuellement d'autres choses. Ça, je suis entièrement d'accord, parce qu'il faut multiplier les apports pour que notre corps retrouve ce dont il a besoin. Euh, Ensuite, une idée fausse. Vous prenez du collagène par la bouche, le collagène que vous allez avaler ne va à aucun moment être utilisable directement. Il faut, et là on a bien sûr besoin euh, de collagène, de petites briques qui correspondent à un découpage pour absorber mieux la molécule. Mais après, il y a une reconstruction complète. Et même déjà, vous savez, quand votre collagène il passe dans l'intestin et dans l'estomac, heureusement qu'on a des protéases et que ça découpe tout ça en petits morceaux. Heureusement qu'on a ça. Et les petits morceaux, normalement, si on en manque, ils sont absorbés parce que le corps, il a une capacité à pomper ce dont il a besoin dans l'intestin. C'est sûr que sauf s'il y a une maladie intestinale, avec une malabsorption, ça arrive, hein, ça existe. Normalement, on va prendre ce dont on a besoin et il ne faut pas se faire de soucis là-dessus, sachant que le collagène. Alors, autre question, collagène, gélatine. La gélatine, c'est du collagène qui a été une macromolécule. La gélatine est une association de plusieurs collagènes. Quand on fait bouillir des os, eh ben, on va avoir de la gelée. Et ben, cette gelée, c'est de la gélatine parce qu'en fait, elle a cuit et elle s'est polymérisée encore plus à partir de collagène de l'os ou de la peau de poisson. Mais cette gélatine, de toute façon, dans l'intestin à pH 3 et euh, dans l'estomac pH 3 et dans l'intestin avec les protéases va être découpé d'abord en collagène et ensuite en petits morceaux de collagène et ça s'appelle l'hydrolyse et après en terminé en acides aminés qui seront absorbés au niveau intestinal. Voilà, j'ai fini. J'ai quand même deux informations à dire. Trois. Faites confiance au laboratoire Vecteur Énergie qui ne vendra jamais des produits qui sont pas utiles. Euh, je parlais de la syntonisation tout à l'heure des cellules, qui développe un produit qui s'appelle l'Ormus et qui va lui agir sur les télomérases et peut-être permettre une meilleure absorption, une meilleure syntonisation de toutes les cellules. Et dernier point, pour ceux qui voudront, euh, comme d'habitude et comme chaque année, autour du 15 août, il y aura un stage de 3 jours qui s'adresse à tout le monde, parce que je peux me mettre au niveau de tout le monde, et qui va traiter des salles de Schussler en rappel pour ceux qui connaissent, mais pas sur 3 jours, plus quelque chose de méthodique pour apprendre à s'en servir. On parlera de l'Ormust. On parlera également de savoir faire pour soi-même un isothérapique d'un de ces médicaments ou un isothérapique d'un de ces exudats pour retrouver notre propre mémoire, notre propre identité, notre propre moi et la santé à travers chacun qui doit se prendre en charge. Je vous remercie de votre écoute et je vous donne rendez-vous le
mois prochain pour parler des collagénoses. Merci beaucoup de votre écoute et tout, bien sûr, se retrouvera sous forme de résumé sur ma chaîne YouTube. À bientôt.